Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Au sommaire de cette édition, commémoration ce 27 octobre 2021 du 28e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye ainsi que d'autres Burundais qui ont péri en 1993. Au sommaire également, visite de 3 jours du chef de l'État burundais en République unie de Tanzanie à partir de ce vendredi. Sur l'agenda de cette visite, Evariste Ndayishimiye effectuera une descente sur l'espace que la Tanzanie a alloué au Burundi pour la construction d'un port sec. Dans cette édition, nous vous parlons également de la situation des réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo qui ont passé une nuit blanche suite à l'insécurité qui s'observe aux alentours de ce camp. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Tous les Burundais sont appelés à cohabiter dans la fraternité car un seul parti politique ou une ethnie quelconque ne peut prétendre ramener la paix au Burundi à lui seul. Tels sont les propos de Monseigneur Nator Rugerinyange dans son homélie à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye ainsi que d'autres Burundais qui ont péri ce jour-là. Monseigneur Nator Rugerinyange, vicaire de l'archidiocèse de Bujumbura, de préciser que les Burundais auront une paix durable le jour où ils parviendront à vaincre l'esprit de vengeance qui les ronge. Suivez Monseigneur Nator Rugerinyange. Jésus-Christ a dit « J'ai amené le feu sur la terre et je veux que ce feu soit répandu à travers le monde. » On peut lire ce passage dans Luc chapitre 12, verset 49. Dans la Bible, le feu symbolise le Dieu Tout-Puissant. Le feu que Jésus-Christ nous a apporté, c'est le feu du Saint-Esprit, ce qu'on peut appeler en d'autres termes l'amour. Jésus est donc venu pour répandre l'amour à travers le monde, car lui-même est amour. Il nous l'a montré en se sacrifiant sur la croix pour nous sauver, même si un tel geste d'amour dépasse notre entendement. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement parce que cette flamme, cet amour, ont disparu. La nuit du 21 octobre a été un cauchemar et ce fut une des plus longues nuits qu'a connu le Burundi. Des milliers de personnes ont été massacrées. Nous sommes donc appelés à tout faire pour raviver cette flamme d'amour et veiller à ce qu'elle ne s'éteigne jamais. Cette flamme sera attisée par tous les Burundais, car un seul parti politique ou une seule ethnie n'aura jamais en elle cette capacité sans l'aide et la complicité des autres. Les Hutus ne peuvent pas attiser ce feu d'amour en l'absence des Tutsis. Les Tutsis ne peuvent non plus le faire sans la présence des Hutus, les Tois mêmement. Au Burundi, cette flamme d'amour n'aboutira jamais au résultat escompté si des milliers de réfugiés ne rentrent pas au pays. Cette flamme d'amour doit opérer en nous des changements et doit nous permettre d'aboutir au pardon. Ainsi, nous serons capables de nous réconcilier et d'échapper à l'esprit de vengeance. Parlant toujours de cette commémoration, une foule immense a participé à ces cérémonies de commémoration de l'assassinat du héros de la démocratie à Gitega, la capitale politique du Burundi. Parallèlement, dans la même province, la commémoration du massacre de 150 élèves Tutsis du lycée de Kibumbu qui ont suivi l'assassinat de Ndadaye Melchior a observé la limitation à 10 participants par le ministère de l'Intérieur. Dani Claire Yatumva a suivi les 2 festivités pour vous, son reportage. Les cérémonies du 28e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye ont débuté à 9h par la célébration d'une messe de requiem en sa mémoire au chef-lieu de la province de Gitega. La messe était dirigée par Monseigneur Simon Hamwana à la paroisse Saint-Sacrement de Lukundo. Le culte a vu la participation de différentes autorités administratives, dont le gouverneur de cette province, Vena Manirambona, les corps de défense et de la police, ainsi que les représentants des partis politiques et
et des confessions religieuses. Était également présente à la paroisse de Rukundo la population en nombre considérable qui dépasserait 200 personnes. Ces festivités se sont poursuivies par une marche vers le monument du héros de la démocratie pour le dépôt de gerbes de fleurs. Environ 2000 personnes ont répondu à l'appel lancé par les autorités locales et les responsables de différents services. Ici, on citerait, entre autres, la correspondance de l'administrateur communal de Gitega qui avait en date du 18 octobre demandé au directeur communal de l'enseignement de mobiliser le personnel sous sa responsabilité afin de répondre massivement à ces festivités. Il y a eu également des messages qui ont circulé sur WhatsApp exhortant les responsables de différents services et la population à ne pas manquer à cet événement. De l'autre côté, il y a également eu lieu la commémoration du massacre des 150 élèves Tutsi calcinés au lycée de Kibumbu la nuit du 21 au 22 octobre en 1993, juste après la mort de Melchior Ndadaye. Les représentants des familles des victimes de ces tragédies étaient au nombre de 10 au mémorial de Kibumbu, comme cela avait été ordonné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ces représentants regroupés dans l'association AC Génocide Chirumoso ont demandé que la justice soit rendue afin que les auteurs de ce crime odieux soient jugés et que ce genre de cruauté ne se reproduise jamais. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Gervin Dirakobucha, avait déclaré que la limitation de participants à ce rituel était motivée par l'observation des mesures barrières contre la pandémie de Covid-19. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé en page sécurité à l'albinos du nom de Félix Nshimirimana, surnommé Muzungu, originaire de la colline Nyamiyaga, zone Muriza de la commune Butaganzo en province Ruyigi, et représentant des albinos dans la région de l'Est, a été enlevé lundi. Les auteurs de l'enlèvement se trouvaient dans un véhicule blanc de marque Irix d'un représentant du service national de renseignement dans la province Gitega. Nos sources à Ruyigi indiquent que ce véhicule a conduit Félix Nshimirimana dans la localité appelée Muriza vers la ville de Gitega. Sa famille indique qu'elle n'a aucune nouvelle de Félix jusqu'à présent. Ses proches craignent pour sa sécurité et demandent à la population et aux autorités de leur fournir les informations sur le lieu où serait détenu Félix Nshimirimana. Au chapitre sécurité, c'est également les réfugiés burundais du camp de Lusenda, situé en République démocratique du Congo, qui ont passé une nuit blanche suite à la sécurité qui a été perturbée aux alentours du camp. Suite à cette insécurité, aucune activité n'a été réalisée dans ce cas ce jeudi. Le point avec Elodie Kwizera. L'insécurité aux alentours du camp de Lusenda est causée par des affrontements entre l'armée congolaise et le groupe Lobé. Notre source à Lusenda indique que certains réfugiés ont fui dans la nuit de ce mercredi. Ils ont eu peur parce que des militaires de l'armée congolaise ont été tués nord-ouest d'Oka. Moi j'habite au site de Lulinda. Ils ont fui le camp de Lusenda vers 2 heures du matin. Ils ont dormi au district. Actuellement, personne ne peut sortir du camp. Les Babembe ont bloqué les routes. Les élèves ne sont pas allés à l'école. Mis à part la situation de cette nuit, notre source au cas de Lusenda révèle aussi que dans l'après-midi de ce mercredi, des militaires congolais se sont introduits dans ce cas. Ils ont bu et mangé dans des restaurants, mais ils n'ont pas payé. Ces militaires des FARDC ne sont pas loin du camp. Ils y entrent et sèment du désordre. Ils consomment sans payer et celui qui ose demander est battu. Ils ont pillé dans des maisons. Jusqu'à 16 heures, les boutiques, de même que le marché, étaient fermés suite à l'insécurité et les gens avaient peur parce qu'ils ont vu comment ces militaires sont entrés dans des restaurants pour prendre des cigarettes, des boissons et de la nourriture sans payer. Si tu oses demander, tu es frappé. Jusqu'à présent, les réfugiés ne sont pas tranquilles. Ces réfugiés du cas de Lusenda, faut savoir que jusqu'à présent, aucune autorité ne s'est rendue au cas pour les tranquilliser. Merci à toi, Eloge Kwizera. Après cette petite transition, nous parlons politique. Je vous le disais en titre, visite de travail de 3 jours du chef de l'État burundais en République unie de Tanzanie à partir de ce vendredi.
Entre autres programmes officiellement sur l'agenda, le président Evariste Ndayishimiye effectuera une descente sur l'espace que la Tanzanie a alloué au Burundi pour la construction d'un port sec. C'est un espace situé à Kwara, dans la région de la côte de l'océan Indien. Le point avec Emile Nibasumba. La localité de Kwala, qui sera visitée par le président Ndayishimiye, se trouve à 2 heures de route du port de Dar es Salaam. C'est un site de 10 hectares octroyé au Burundi par le gouvernement tanzanien pour la construction d'un port sec. Vers la fin du mois d'août, Leonard Chamuriho, ministre tanzanien des Travaux et des Transports, avait annoncé cette attribution de terre au Burundi lors d'un entretien à Dodoma, la capitale politique tanzanienne, avec l'ambassadeur burundais en Tanzanie, Gervais Abayeho. Ce dernier était à la tête d'une délégation de 10 envoyés du Burundi. À la presse, Gervais Abayeho avait déclaré que ce port sec aiderait les commerçants et hommes d'affaires burundais à conserver leurs produits avant leur transport vers le Burundi. La construction de ce port sec permettra également de réduire les coûts encourus par les hommes d'affaires burundais dans la conservation de leurs produits en transit, avait indiqué Gervais Abayeho. Toutefois, la convention Haussmann, signée le 30 mai 1919 entre la Belgique et l'Angleterre, ancienne métropole du Burundi et de la Tanzanie, a vu le Burundi amputé de Bugufi. En contrepartie, le Burundi devait avoir des concessions dans les ports de Dar es Salaam et Kigoma. Cette convention semble être jetée dans les oubliettes. Le grand perdant, c'est le Burundi. Il est à signaler que le président Ndayishimiye et son hôte auront des entretiens bilatéraux avant que le président Ndayishimiye ne pose la première pierre à Nala, près de la capitale Dodoma, où la société burundaise Itracom construit une usine d'engrais chimiques. Ndayishimiye visitera également le chantier de construction du chemin de fer. Il s'agit de la deuxième visite du président Evariste Ndayishimiye en Tanzanie depuis son accession au pouvoir. Sa première visite dans ce pays remonte en septembre de l'année dernière lorsqu'il a rencontré feu président John Pombe Magufuli en province Kigoma. Les réfugiés burundais en Tanzanie s'inquiètent de cette visite du président Evariste Ndayishimiye en Tanzanie. Pour ces réfugiés, cette visite du président Ndayishimiye est une occasion de caresser le gouvernement tanzanien pour demander le retour coûte que coûte des réfugiés burundais. Ces réfugiés craignent toujours l'insécurité qui règne sur le territoire burundais. Francine Mahoro. Ces réfugiés burundais vivant en Tanzanie indiquent qu'ils ne s'attendent de rien de la visite du président Ndayishimiye en Tanzanie. Selon eux, les menaces qu'ils subissent ne s'arrêteront pas. Vraiment, nous les réfugiés du camp de Nduta, nous n'attendions rien de la visite du président Ndayishimiye, mais nous n'avons aucun espoir que les menaces de nous tuer, les enlèvements ou de nous rapatrier par force cesseront. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de sécurité au Burundi. Ces réfugiés demandent au HCR et aux Nations Unies de ne pas être distraits par la visite du président Ndayishimiye. Ces réfugiés demandent au HCR et aux Nations Unies de continuer à les aider. Nous les réfugiés n'allons pas rentrer. Nous demandons au HCR et aux Nations Unies de ne pas être distraits et de continuer à nous aider. Même si nous subissons des menaces en Tanzanie, nous demandons au président de la Tanzanie, Samia Suluhu, de parler avec Ndayishimiye, le HCR et les Nations Unies sur les questions des réfugiés qui ne sont pas allés au Burundi. Les réfugiés burundais vivant en Tanzanie s'évaluent à plus de 127 000. Merci à toi Francine Mahoro. En page de gouvernance, Gitega ne nie pas le favoritisme observé dans la désignation des membres de corps déployés pour le maintien de la paix en Somalie. D'après les propos du Premier ministre burundais devant le Parlement ce mercredi, des investigations seraient plus que nécessaires pour contrecarrer les rumeurs à ce sujet. Alain Guillaume Bunyoni conscientise aussi les militaires burundais à mission de maintien de la paix en Somalie sur la retenue d'une certaine somme d'argent sur leurs indemnités. Il explique que lui aussi ne perçoit jamais la totalité du salaire qu'il mérite. Suivez Alain Guillaume Bunyoni. Ko amahera bandikirwa na Union africaine batayaronka yose nibisanzwe. Ne pas toucher la totalité de la prime leur exprimée par l'Union africaine, il n'y a rien d'alarmant dans ça. Ça se passe comme ça pour tout le monde. Nous tous ici ne touchons pas nos salaires bruts car il y a un montant que le gouvernement doit prélever.
qu'ils arrêtent alors de pleurnicher car cette retenue ne concerne pas uniquement ces militaires. si ikibazo cy'uko bashobora kuba bandikiwe aya hanyuma hakagira ayasigara muri leta kugira ngo aze gusahiriza ivyo si ikibazo. Quand on arrive à un certain standing, il faut comprendre qu'on doit donner une taxe appropriée. Mettez-vous ça en tête. Plus le salaire est élevé, plus élevé sera également la taxe. Hariho urugero ushikako umushahara uko wa munini niko riba rininiya. Kubijanye n'akaba umwana wa mama nimba kahari turasaba umushikiranganje abijejwe. Pour ce qui est du clientélisme, nous demandons au ministre de tutelle de mener des enquêtes et nous fournir le rapport. Et je vous promis de vous faire part de ce qu'on aura appris ou découvert. Il faut à tout prix que le ministère de la Défense fasse son travail et sache si réellement ces lamentations sont fondées ou pas. barabe neza yuko koko ivyo bintu ari byo canke atari byo tuze twumva gusa abantu bidoga. C'était Alain Guillaume Bunyoni, le premier ministre burundais. Après cette courte pause, nous parlons diplomatie. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de maintenir les sanctions prises contre certaines autorités burundaises suite aux crimes qu'ils ont commis en 2015. Certaines de ces autorités sont accusées de crimes et de violations des droits de l'homme et la torture envers la population. Ce qui a poussé les États-Unis à maintenir ces sanctions, y compris l'interdiction à ces autorités de voyager aux États-Unis. Cette décision de maintenir ces sanctions a été décidée par l'Office of Foreign Assets Control, OFAC en sigle, qui est le bureau de contrôle des avoirs des étrangers et de programmes de sanctions et informations sur la politique étrangère et commerciale des États-Unis. En page des droits de l'homme, la condamnation par la justice burundaise de Tony Germain démontre la persistance des violations graves des droits humains au Burundi. Ces violations passent notamment par des pratiques répressives visant leurs défenseurs. C'est du moins la déclaration de Maria Arena, présidente de la sous-commission des droits de l'homme à l'Union européenne. Dans un communiqué de presse sorti ce jeudi, Maria Arena indique que l'avocat Tony Germain n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Elle considère que sa condamnation est directement liée à son travail et son engagement en faveur des droits humains. Alors que l'Union européenne se prépare à lever les mesures imposées au gouvernement burundais, Maria Arena trouve impératif que les autorités burundaises démontrent leur volonté de respecter les droits humains et d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la justice. Elle demande en fait sa libération inconditionnelle et immédiate. Pour rappel, Tony Germain a été arrêté le 13 octobre 2020 à Kawaore. Il y rendait visite à un client. Le 15 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Kayanza l'a déclaré coupable de collaboration avec des groupes armés et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement. Cette peine a été confirmée par la Cour d'appel d'Ongozi le 29 septembre 2021. En page justice, le gouvernement devrait d'abord résoudre la question de manque de moyens qui s'observent dans différents tribunaux, ce qui est d'ailleurs à la base des retards dans l'exécution des jugements. Réaction de Vital Shimirimana, ancien président du magistrat Simabou, après que la liste de magistrats redéployés en appui est sortie pour la campagne d'exécution des jugements. Réaction de Vital Shimirimana, ancien président du magistrat Simabou, après que la liste de magistrats redéployés en appui est sortie pour la campagne d'exécution des jugements. Vital Shimirimana précise que cette campagne est une bonne chose, mais que des moyens suffisants sont conçus plus que nécessaires pour que les magistrats redéployés s'acquittent au mieux de leur mission. Vital Shimirimana. Une campagne d'exécution des jugements est une bonne chose, mais cette campagne doit être préalablement précédée par une analyse minutieuse de certains aspects qui, à mon avis, doivent être traités avec rigueur et objectivité pour savoir les raisons pour lesquelles ces jugements n'ont pas été exécutés pendant longtemps. Il s'agit notamment du fait que les juridictions manquent de moyens, surtout les moyens de déplacement et les frais d'omission qui devraient être donnés aux magistrats et aux greffiers pour procéder aux visites et surtout
terrain pour se déplacer. En deuxième lieu, il y a problème de la corruption qui gangrène le secteur de la justice où plusieurs magistrats, plusieurs responsables attendent longtemps de pots de vin ou de corruption pour qu'ils procèdent à l'exécution des jugements. Donc tous ces éléments concourent à dire qu'il y a un problème sérieux, un problème de fond qui doit être traité pour que des jugements soient exécutés à temps, convenablement et conformément à la loi. Pour les magistrats déployés en mission dans les tribunaux de résidence, cela demande des moyens conséquents, notamment pour pouvoir se loger, se nourrir et se déplacer. Ceci revient encore une fois sur la question des moyens alloués au ministère de la Justice, particulièrement aux instances judiciaires. Parce que s'il y avait assez de moyens réguliers et permanents, il n'y aurait pas besoin d'organiser des campagnes pour l'exécution des jugements. Les magistrats pourraient effectivement mettre en exécution les jugements rendus en temps utile. Dernière nouvelle de cette édition, certains enseignants du lycée Bouhaïra de la commune de Mugui en province de Chibitoke accusent le directeur d'avoir détourné du bois et des planches. Les planches étaient destinées à fabriquer les bancs pupitres pour les élèves. Le point avec Eric Nyonzima. Les enseignants du lycée Bouhaïra indiquent que François Haonimana, le directeur de cette école secondaire, détourne les biens de l'école. Il cite entre autres le détournement des planches, ici des arbres qui avaient été abattus avec l'argent des parents afin de fabriquer les bancs pupitres des élèves. Ces enseignants ajoutent qu'il y a d'autres arbres de ce lycée qui ont été coupés et dont les planches ont été prises par le même directeur. Ces arbres appartenaient à la zone. Ils avaient demandé l'autorisation et ces arbres ont été coupés grâce à l'argent payé par les parents. Certains des planches de ces arbres ont été utilisés pour la fabrication des bancs pupitres des élèves, mais le reste des planches a été emporté par le directeur pour les utiliser dans la construction de sa maison à Bujumbura. 3 autres arbres d'eucalyptus qui étaient plantés derrière l'école ont été aussi coupés et leurs planches ainsi que tous les petits morceaux de bois de ces arbres qui pouvaient être utilisés pour cuisiner ont été emportés par le directeur. Ces enseignants indiquent également que ce directeur fait ses malversations en collaboration avec certains membres du comité des parents du lycée Bouhaïra, ce qui fait que certains parents et enseignants ne sont pas au courant de tous les détournements. En tant qu'enseignants sur ce lycée, nous n'avons pas su comment ces arbres ont été vendus. Nous avons même demandé où sont les planches restantes, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Alors, un jour, nous avons demandé aux membres du comité des parents par rapport à ces 3 arbres coupés et ils nous ont répondu qu'ils ont été achetés par le directeur. D'après nos enquêtes, nous avons su que ce sont des magouilles commis par le comité des parents et le directeur afin que nous ne sachions rien. Ces enseignants demandent au ministre de l'Éducation de prendre en main cette situation en suivant de près les agissements de ce directeur avec que le lycée Bouhaïra ne ferme ses portes d'une manière définitive. Il rappelle qu'aujourd'hui, il y a des classes de 3e et de seconde qui sont fermées parce que les parents ont préféré aller inscrire leurs enfants dans d'autres écoles à cause de malversations dont est accusé ce directeur. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre François Haonimana, le directeur du lycée Bouhaïra, pour qu'il puisse s'exprimer sur toutes ces accusations. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Au revoir.